je vous remercie d'être présent pour cette soutenance. Donc j'ai deux objectifs dans cette présentation. Le premier, c'est essayer de susciter votre intérêt à tel point que vous trouviez la motivation de lire la thèse de 150 pages. Et le deuxième objectif que j'ai, c'est qu'à la fin de cette soutenance, le jury daigne bien m'accorder le titre de docteur. Donc je vais prendre un peu le jury à contre-pied sur cette présentation parce que je vais présenter les choses d'une manière un peu différente de la manière dont c'est présenté dans la thèse. En particulier, je vais insister sur ce que j'appelle les mathématiques du contexte, qui est quelque chose qui apparaît très peu dans la thèse, dans le document écrit. Alors pour vous parler de mathématiques du contexte, je vous propose de revenir 4 ans en arrière, quand je venais d'arriver à Montréal et que j'étais très jeune et fort ignorant. Et à ce moment-là, j'étais en maîtrise recherche et le problème qui m'était donné était le problème d'inclure les préférences des employés dans un problème d'optimisation d'horaire et de leur satisfaction. Et donc avec François Soumy et Guy Desaulniers qui est là. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un problème derrière notre objectif de maximisation de la somme des satisfactions. Un problème conceptuel qui vient du fait que quand on fait la somme des satisfactions, on additionne les satisfactions de Samuel avec celles de Camille. Et a priori, on n'a pas forcément le droit d'additionner deux satisfactions différentes, elles ne sont pas forcément sur la même échelle. C'est un peu comme additionner une pomme et une banane, et on m'a appris qu'il ne fallait jamais additionner les pommes et les bananes. Du coup, assez rapidement, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait normaliser leur satisfaction de sorte qu'on puisse finalement les comparer et les additionner. Et je me souviens avoir travaillé sur cette question dans un café. Je ne sais pas pourquoi dans un café, c'est la seule fois que j'ai travaillé dans un café. Mais j'ai passé plusieurs heures sur cette question et au bout de 4 heures de travail, essayer de synthétiser toutes les idées de normalisation, les propriétés que les normalisations devaient satisfaire, je suis tombé sur une équation que j'avais trouvée super élégante à l'époque et que je vous donne là, qui n'apparaît pas dans la thèse, et il y a une très bonne raison à ça, c'est que cette équation, elle est fausse. En tout cas, je ne sais pas si elle est fausse, mais en tout cas, le sens que je voulais lui donner à l'époque n'était pas bon. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle quand même de cette équation? C'est que derrière, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que derrière cette équation se cachent phi et psi, qui sont en fait deux contributions fondamentales de la thèse, et qui révèlent une façon de penser qui allait me guider en fait, sans que je le sache vraiment, tout au long de la thèse. Cette façon de penser, on peut la résumer comme ceci. C'est l'interaction d'un individu avec son environnement, où l'individu va agir ou juger son environnement, mais aussi et surtout, l'environnement va affecter la façon de réfléchir de l'individu. Okay. Et donc, cet effet de l'environnement sur l'individu, c'est ce que j'appelle dans cette présentation le contexte. Okay. L'individu va réfléchir dans un contexte et prendre ses décisions selon le contexte. Et ce que je vais arguer dans cette présentation, c'est qu'il faut absolument modéliser cette flèche-là, qui va d'environnement vers l'individu. Il faut avoir une bonne modélisation des contextes pour bien comprendre et anticiper et prédire, faire des prédictions quand on a affaire à des comportements humains. Alors pour étayer cette affirmation, je vous propose de vous introduire à un autre mathématicien, un très grand mathématicien du XXe siècle, celui qui, je pense, est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle et une des personnes les plus influentes du XXe siècle, sinon la plus influente. Si vous lisez Science for All, vous avez peut-être deviné que je parle de Claude Shannon, qui est un mathématicien américain de l'après-guerre et qui est le père de la théorie de l'information qu'il a introduit dans ce papier de 1948, A Mathematical Theory of Communication. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, dans ce papier a complètement révolutionné notre compréhension de tout ce qui est information, et donc en particulier, il est à la genèse de toutes les technologies de l'information qu'on utilise aujourd'hui. Et donc dans ce papier absolument fabuleux, Claude Shannon introduit ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'information en donnant une définition rigoureuse et quantitative au concept d'information. Donc par exemple, pour comprendre cette théorie, on peut prendre un exemple. Par exemple, prenons mon prénom, lait. On peut se demander quelle est la quantité d'informations qu'il y a dans le mot lait. A priori, c'est pas évident. Et la réponse de Claude Shannon, réponse extrêmement brillante de Claude Shannon, c'est que ça va dépendre du contexte. Si j'entends quelqu'un dire lait
à Hanoï au Vietnam, en fait, je ne vais même pas savoir si c'est moi, parce qu'au Vietnam, tout le monde s'appelle Lé. J'exagère un petit peu, mais si j'entends Lé au Vietnam, je ne sais même pas si c'est moi, parce que donc d'une certaine manière, parce que beaucoup de gens s'appellent Lé, et du coup, la quantité informationnelle du mot Lé n'est pas si grande que ça. Alors que si j'entends Lé à Rouen-Abaqué, au fin fond de la Bolivie, je vais savoir directement que c'est moi, parce que aucun Bolivien ne s'appelle Lé. Le mot lait, en fait, est très rare en Bolivie. Comme dirait Shannon, la quantité informationnelle du mot lait en Bolivie est beaucoup plus grande, car le mot lait est beaucoup plus rare. Et en fait, en faisant cette théorie, Shannon modélise le contexte, le fait d'être à Rouen-Abaqué ou à Hanoï, par la distribution fréquentielle ou probabiliste des différents messages. Donc à travers ce papier, on a une première modélisation extrêmement puissante et extrêmement utile des contextes. Ok, donc j'en ai fini avec cette introduction un peu longue. Et je vais pouvoir maintenant vous parler enfin de ma thèse. Je vais décliner cette présentation en 5 parties. Les 4 premières parties correspondent de chacun à un article de la thèse. Et la 5e partie est la conclusion. Ok, donc on va commencer avec le partage du gâteau, et pour ça, il faut prendre un gâteau. Donc, on a un super gâteau fait ici par Marie-Belle. Et voilà. Et la particularité de ce gâteau, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'est pas homogène. Il est fait de 3 parts différentes, chocolat, vanille et red velvet. Et ça, c'est exactement le genre de gâteau que j'ai étudié en fait dans ma thèse. En particulier, je me suis posé la question de comment partager au mieux ce gâteau, disons, entre nous tous. Sachant que, au mieux, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut que ça soit optimal dans un certain sens, c'est-à-dire que si Stéphane veut du chocolat, il vaut mieux donner du chocolat à Stéphane. Mais je veux aussi que le partage soit équitable. Je ne veux pas que Stéphane soit jaloux de la part de Sébastien. Donc ça, c'était la fonction objectif qu'on avait, ce qu'on veut faire. Et donc pour pouvoir résoudre ce problème, il suffit en fait de collecter vos préférences et de rentrer ça dans un problème d'optimisation. C'est pas très compliqué à faire. Et on obtient des valeurs de la fonction objectif. Je ne vous détaille pas comment on obtient ces valeurs ou qu'est-ce que ces valeurs obtiennent. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que plus c'est grand, mieux c'est. Okay, je vais faire une petite remarque assez rapide. Si c'est le nombre de joueurs, plus il y a de joueurs, meilleur sera le partage. Et ça vient du fait qu'il y aura moins de conflits. Et puis plus il y a de parts, s'il y a 2 parts, s'il y a 3 parts, s'il y a 3 parts, on peut faire mieux parce qu'on peut mieux personnaliser les parts. Okay. Mais derrière tout le raisonnement que vous avez fait, en fait, il y a une hypothèse sous-jacente qui est le fait que j'ai supposé que j'ai réussi à collecter vos préférences. En particulier, quand je vous ai demandé vos préférences, j'ai supposé ici que vous m'avez révélé vos préférences de façon honnête. Okay. Donc ça, c'est un contexte. C'est le contexte où les agents sont honnêtes. Lorsque les agents sont honnêtes, en effet, on peut faire ce mécanisme qui est idéal. Donc c'est ce que je l'appelle idéal. Et on a des très bonnes valeurs. Mais en théorie des jeux, on a l'habitude de supposer que les gens ne sont pas forcément honnêtes. Au lieu de ça, on va supposer que les gens vont faire ce qu'il y a de mieux pour eux. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de rationalité. Ça peut faire un peu susciter un débat sur qu'est-ce que la rationalité. En théorie des jeux, en fait, c'est assez simple. La rationalité en théorie des jeux, c'est juste que chacun va faire ce qu'il y a de mieux pour soi. Et là, on se rend compte que quand les gens sont rationnels, ils ne vont pas avoir intérêt à révéler leurs préférences. Ils ne vont pas révéler leurs préférences, en tout cas pas de façon honnête. En fait, et du coup, les informations que j'ai collectées en vous demandant vos préférences ne sont pas les bonnes. Et le mécanisme idéal, il va être lancé, l'optimisation va être lancée sur des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Et du coup, forcément, le mécanisme au final, va donner des parts qui ne sont pas forcément optimales. En fait, elles ne sont pas du tout optimales. On obtient des valeurs aussi avec des agents rationnels, dans le contexte des agents rationnels, qui sont beaucoup moins bien. Alors, pour comprendre pourquoi est-ce que, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir corriger le tir, pour pouvoir
faire un bon partage lorsque les agents sont rationnels, il faut comprendre ce qui se passe dans ce cas-là. Pour cela, on a calculé les stratégies de ces agents rationnels. Je vous passe pas mal de détails sur comment est-ce qu'on les calcule. Enfin, les détails sont en fait une grande contribution de cette thèse, mais on y en reviendra un peu plus tard. Toujours est-il que je peux vous montrer les stratégies des agents rationnels. Je vais vous montrer dans le cas le plus simple, où il n'y a que 2 agents et deux parts de gâteau. Donc un gâteau qui est juste chocolat-vanille, pas de velvet. Et donc là, ce graphe-là montre les stratégies des agents rationnels dans ce cas-là, lorsqu'on utilise le mécanisme idéal. Donc là, en abscisse, là, on a à quel point quelqu'un aime une part. Donc si on prend le chocolat, par exemple, et qu'on se passe, si un agent est là, c'est qu'il adore le chocolat. Il aime le chocolat à 100%. Okay, et donc il aime la vanille à 0%, c'est-à-dire qu'il déteste la vanille. Okay, donc si on a un agent qui est là, s'il était honnête, il révélerait qu'il aime le chocolat à 100%, donc il serait tout en haut là. Je suis trop petit pour pouvoir indiquer là-haut. Sauf que la stratégie qu'on a calculée des agents rationnels, c'est les petits points ici. Et les petits points disent qu'en fait, il va révéler qu'il aime le chocolat à 60%. Alors pour comprendre pourquoi c'est la stratégie des agents rationnels, il faut se rappeler que le mécanisme va chercher vraiment l'équité. En fait, il va vraiment insister sur l'équité. Et du coup, l'agent qui aime le chocolat à 100%, s'il avait été honnête, le mécanisme se dirait, bon, lui, ce mec, il adore le chocolat, il suffit de lui donner juste un tout petit peu de chocolat pour qu'il soit aussi heureux que n'importe qui d'autre. Maintenant, en prétendant qu'il aime le chocolat à 60%, c'est-à-dire il aime toujours un peu plus le chocolat que la vanille, mais enfin pas beaucoup plus, le mécanisme va se dire, bon, c'est quand même optimal de lui donner plutôt du chocolat que de la vanille, mais comme il n'aime pas tant le chocolat que ça, il va falloir que je lui en donne beaucoup pour qu'il soit aussi heureux que l'autre personne. Et donc c'est pour ça que l'agent rationnel qui aime le chocolat, s'il est honnête, il a juste un peu de chocolat, et s'il annonce sa stratégie, il va avoir beaucoup de chocolat. Okay, donc ça explique cette stratégie. Et en comprenant cette stratégie, on a pu concevoir un autre mécanisme. Bon, je vous passe encore les détails de comment est-ce qu'on le conçoit, de temps. Mais le mécanisme dit heuristique qu'on a obtenu fait nettement mieux que le mécanisme idéal dans le contexte des agents rationnels. Okay, je vais passer maintenant au deuxième point, sans trop de transition, qui est la théorie de l'équité. Donc pour pouvoir parler de théorie de l'équité, laissez-moi prendre un autre gâteau. C'est le problème des 3 cerises sur le gâteau. Donc supposons qu'on a un gâteau qui soit ultra sucré, beaucoup de sucre dedans, et 3 cerises sur le gâteau, et qu'on veuille partager ce gâteau entre 4 personnes, dont 3 en rouge là, sont au régime strict. Ils veulent absolument pas de sucre, vraiment très peur de grossir. Et donc tout ce qui les intéresse, c'est les cerises. Et on se pose donc une 4e personne qui, elle, c'est un peu le contraire, elle est très gourmande, et elle veut une grosse part. Bon, les cerises sont toutes petites, donc elles ne représentent pas beaucoup pour lui. Et donc le problème, disons qu'on veut partager ce gâteau et ces cerises. Le partage naturel auquel on pense tous, je pense, c'est de donner une cerise à chacun de ceux qui veulent la cerise et le gâteau au sucre à la 4e personne. Ce partage-là, c'est le partage naturel et intuitivement, il est juste. Maintenant, la difficulté que je vais souligner, c'est ce qui se passe quand on essaie de compter les satisfactions des différents agents. Quand on fait ça, on a envie de dire que de façon naïve, ces 3 personnes, là, elles ont eu une cerise sur 3. Donc on est tenté de dire qu'elles ont eu qu'un tiers de satisfaction. Alors que la 4e personne, elle a eu quasiment tout ce qu'elle demandait, donc, plus ou moins 100%. Et donc quand on regarde les valeurs que je viens de vous dire, là, on a un tiers et 100%. Quand on regarde juste ces chiffres-là, on a l'impression que le partage n'est pas équitable. Pourtant, on vient de dire qu'il est juste. Intuitivement, il est juste. Et donc là, c'est notre modélisation qui ne semble pas adéquate par rapport à ce que notre intuition semble vouloir dire. Donc pour comprendre ce qui se passe, ce
ce que j'ai proposé, c'est de trouver une autre normalisation des satisfactions, une autre façon de compter les satisfactions qui soit beaucoup plus cohérente avec l'intuition qu'on a de ce problème. Donc pour pouvoir faire ça, pour pouvoir compter vraiment bien la satisfaction, je suis revenu aux bases de la théorie de la satisfaction, qu'on appelle plus techniquement la théorie de l'utilité, fondée en 1944 dans ce bouquin séminal par John von Neumann et Oscar Morgenstern. Et dans ce bouquin absolument fondateur, von Neumann et Morgenstern se posent la question de comment est-ce qu'on peut décrire les préférences d'une personne. Alors, ils énoncent 4 axiomes que les préférences satisfont. 4 axiomes sont vraiment limpides quand on les lit, on a l'impression qu'ils sont vrais, ils ont l'air évidents. Bon, science expérimentale montre qu'en fait ils ne sont pas tout à fait vrais, mais c'est des hypothèses tellement naturelles qu'on va travailler, beaucoup de mathématiciens appliqués travaillent avec. Et de ces 4 axiomes, ils déduisent que en fait, on peut compter les satisfactions d'une personne. On peut attribuer une fonction d'utilité, disons, à Bastien, qui va dire, si on lui donne n'importe quelle part de gâteau, on va lui donner une valeur numérique à son utilité à ce moment-là. Mais de façon au moins aussi importante, von Neumann et Morgenstern prouvent un autre théorème qui dit que la fonction d'utilité que j'attribue à Bastien, il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons de compter son utilité. Et en fait, toutes les façons de compter les utilités, elles ne sont pas n'importe comment, elles diffèrent toutes les unes des autres à une transformation infime positive près. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 2 paramètres, je peux transformer U en AU plus B, 2 paramètres A et B, j'ai 2 degrés de liberté sur lesquels je peux jouer, qui ne sont pas contrôlés a priori. Et donc, l'une des idées de ma thèse, c'est de savoir comment est-ce qu'on va choisir ces 2 degrés de liberté. Et donc, ce que j'ai proposé, et que je pense être une bonne idée, c'est qu'on va utiliser un contexte. Un contexte défini par les allocations que les autres ont eues. Okay, donc je pense que c'est une des bonnes idées de la thèse. Et pour donner un exemple de cette... on peut reprendre l'exemple des cerises sur le gâteau. Si je prends le point de vue d'un de ceux qui a eu une cerise, lui, ce qu'il voit, c'est que 2 autres ont eu une cerise, comme lui, la même chose que lui, et que la 4e personne, elle n'a même pas eu de cerise. Bon, elle a eu le gâteau, mais le gâteau ne vaut rien, de son et donc, selon un de ceux qui a eu la cerise, il se dit, j'ai aussi bien que 2 des autres et beaucoup mieux que le 4e. Okay. Donc dans ce raisonnement, en fait, il se compare vraiment à la distribution des parts des autres vue à travers sa fonction d'utilité. Et donc, de façon plus générale, ce qu'on va faire, c'est imaginons qu'il y ait plus de personnes, encore, plus d'allocations dans lesquelles se comparer. Ce que je vais dire, c'est que chacun va juger son utilité normalisée, ce qui est beaucoup plus proche du vrai bonheur, en regardant à quel point comment ce qu'il a se compare à la distribution de ce que les autres ont, à la distribution des utilités qu'il aurait pour les parts des autres. Et cette distribution probabiliste, qui d'ailleurs rejoint un peu le contexte défini par Shannon, cette distribution probabiliste, elle a une moyenne et un écart-type, elle est caractérisée par son moyenne et son écart-type, ce sont les 2 valeurs qui caractérisent de façon la plus importante. Et ce que je vais dire, c'est que je vais utiliser ces 2 valeurs, la moyenne et l'écart-type, pour normaliser ma fonction d'utilité. Et donc l'utilité normalisée, au final, va compter à quel point chacun pense que sa part est meilleure que ce que les autres en général ont eu. Une autre bonne idée, okay, donc ça c'est une des bonnes idées de cette partie notamment. Une autre idée que je trouve encore un peu meilleure, c'est qu'en fait on ne va pas se comparer à tout le monde, on va se comparer seulement à quelques autres. Par exemple, le jour où j'ai appris le CR de Bastien, j'ai été très jaloux, il gagne plus que moi. Et après j'ai appris qu'en fait il était postdoc. Et en fait, c'était pas tant que ça pour un postdoc. En tout cas, j'ai arrêté de me sentir mal. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté de me comparer à lui. Parce que lui est postdoc et que moi, je suis encore thésard
j'espère seulement pour quelques heures. Et donc, de façon plus générale, en fait, on va avoir tendance à se comparer à ceux qui sont similaires à nous. Et donc, le contexte qui est nécessaire pour normaliser les fonctions de l'utilité, ce ne sera pas seulement les allocations des autres, mais aussi pratiquement un réseau social qui va dire à qui chacun se compare. Je vais finir par apprendre. Ok, donc je passe à la troisième partie sur le multi-attribut. L'une des difficultés des fonctions d'utilité, c'est que, a priori, c'est très difficile. Si je veux décrire la fonction d'utilité de Nadir, bon, pour le gâteau, ça peut aller, le gâteau n'est pas si compliqué, mais si je veux décrire sa fonction d'utilité pour des horaires, ça commence à être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'horaires de travail possibles. Donc, il faut une façon un peu plus synthétique, un peu plus approximative, mais un peu plus synthétique de décrire les fonctions d'utilité. Donc, je prends un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a aimé sa thèse, par exemple, et qui veut décrire pourquoi il a aimé sa thèse. Il pourrait dire j'ai adoré ma thèse car, bon, par exemple, le sujet était passionnant, c'est typiquement le genre de choses que je veux dire. Mon bureau avait 2 fenêtres, ce qui est vraiment cool. Quand d'autres travaillent dans des sous-sols. Les profs et les étudiants avec qui j'ai interagi étaient super sympas. Et par exemple, le jury m'a accordé. C'est pas tout à fait gagné. Ce qui est important à voir ici, c'est que la façon dont je décris ma satisfaction ou mon mécontentement, dans d'autres cas, ben, je vais le décrire en déclinant mes préférences par rapport à différents aspects, différents critères, différents attributs, comme on les appelle, et qui sont beaucoup plus faciles à décrire. Et donc, de façon plus générale, la théorie du multi-attribut, c'est justement ça, c'est décliner des préférences en différents attributs, et après à les mettre ensemble, à les assembler, pour pouvoir décrire la fonction d'utilité globale. Et la façon la plus plus simple d'agréger des utilités pour différents attributs, c'est de faire une somme pondérée. Donc ça, c'est l'utilité linéaire multi-attribut. Donc, dans ce cadre-là, l'utilité globale, ça va être une somme pondérée, donc avec des poids WK, d'utilité pour différents attributs que j'appelle utilité partielle. Okay. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est essayer de normaliser ça. Bon, ce que je pourrais faire, c'est normaliser juste le U, juste l'utilité globale, avec toute la théorie que j'ai vue, qu'on vient de voir. Mais dans le cadre multi-attribut, on peut se dire que les agents, quand ils vont juger l'équité d'un mécanisme, eh ben, ils vont regarder le détail des attributs. Du coup, c'est important aussi d'essayer de normaliser ces attributs, parce que c'est ce sur quoi, parce que le contexte va faire que c'est ce sur quoi les gens vont juger l'équité d'un mécanisme. Et donc, bon, pour normaliser les UK, donc ça c'est des utilités plus simples que celle-là, mais c'est des fonctions d'utilité, donc on peut appliquer la théorie qu'on a vue dans la deuxième partie. Donc pour les utilités partielles, on peut faire comme ci-dessus. Par contre, pour les poids, c'est un peu plus délicat, il va falloir travailler un peu plus. Pour normaliser les poids, il faut comprendre comment les gens réfléchissent par rapport aux poids. Okay, on va essayer de comprendre le contexte dans lequel les gens réfléchissent pour pouvoir bien normaliser ces poids. Intuitivement, ce qu'on peut dire, c'est que quelqu'un qui attache un gros poids à quelque chose, en fait, ça veut dire qu'il attache une grosse importance à cette chose. Et intuitivement, on peut se dire que quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à quelque chose s'attend à ce que le mécanisme le comprenne et le satisfasse par rapport à cet attribut. Okay. Donc chacun va s'attendre à ce que le mécanisme lui fournisse quelque chose plus grand, de mieux, s'il attache beaucoup d'importance à quelque chose. Et en fait, cette façon, ce lien entre l'importance qu'on attache à un attribut et l'utilité qu'on pense qu'on va en recevoir, c'est vraiment un contexte. On peut le décrire ça avec une fonction, on peut le modéliser. Et ce qui modélise ce contexte multi-attribut, c'est cet objet psi qu'on a vu dans l'introduction, que j'ai appelé l'utilité standard, fonction d'utilité standard, qui va vraiment faire le lien entre l'importance que quelqu'un attache à un critère, un attribut, et l'utilité qu'il pense en recevoir. Okay. Et ça, c'est une conséquence
peu usuel, qui est le fait qu'un agent qui connaît le contexte psi va s'attendre à avoir, va pouvoir calculer l'utilité qu'il va espérer avoir. Donc parce que son utilité, c'est la somme des WK UK, mais il sait que le UK, il a une attente par rapport au UK qui est liée au UK, et donc l'utilité qu'il va compter, qu'il va imaginer avoir, étant donné le contexte, c'est ce terme-là. Okay. Et ce terme-là, il doit être le même, c'est l'utilité que n'importe quel agent va s'attendre à avoir, et a priori, il va être le même pour n'importe quel agent. Enfin, si on veut bien normaliser, mettre les choses sur la même échelle, il faut que ça soit le même pour tous les agents. Il faut que tous les agents, ils espèrent avoir à peu près la même chose. Il faut qu'ils connaissent le contexte. Et donc ça nous a amené à normaliser ce terme-là à 1, ou à une constante. Et ça, c'est différent de la manière naïve de le faire, de façon un peu plus naïve. On aurait tendance à dire que c'est la somme des poids qui doit être égale à 1. C'est qu'en fait, dire que la somme des poids est égale à 1, ça n'a aucune justification conceptuelle. On en vient au dernier point sur la fonction de retour, qui je pense être la contribution la plus élégante de la thèse. Et pour comprendre la fonction de retour, il faut revenir à la théorie des jeux classiques. En théorie des jeux classiques, en tant que classique, c'est celle définie par les fondateurs de la théorie des jeux, von Neumann et surtout Nash. Dans cette théorie des jeux classiques, on va étudier l'interaction stratégique de différents agents. Une façon d'interpréter ça, sous l'angle de ce paradigme individu-environnement, c'est dire que les autres joueurs forment un espèce d'environnement qui va envoyer comme signal leur stratégie, le contexte dans lequel l'individu va prendre sa décision, contexte dans lequel on suppose que l'individu va prendre sa décision en théorie des jeux classiques, c'est le contexte défini par les stratégies des autres agents. Et donc chaque individu va répondre avec sa stratégie à cet environnement. Donc ça, c'est la théorie des jeux classiques, et ça suppose quand même que l'individu est capable de connaître les stratégies des autres personnes. Ça suppose aussi que s'il connaît les autres stratégies des autres, il va être capable de choisir sa stratégie. Donc dans le cas où, dans le cadre de la théorie de Nash, l'information est complète, est supposée complète, donc en effet, ça c'est vrai, mais en pratique, dans beaucoup de cas, l'information n'est pas complète. En particulier, si on joue au poker, par exemple, c'est très difficile de savoir quelle était la stratégie suivie par les autres agents. Et donc ça, ces remarques m'ont amené à introduire la fonction de retour. La principale idée est la suivante: on va substituer les stratégies par les fonctions de retour. Le nouveau paradigme qu'on va avoir en tête, c'est de dire qu'en fait un individu va interagir avec son environnement encore, mais le contexte dans lequel il va prendre sa décision est la fonction de retour, pas les stratégies des autres. En particulier, cette fonction de retour, elle va inclure plus de choses que les stratégies des autres. Elle va inclure des choses comme l'effet de l'environnement, l'effet du mécanisme et plein d'autres choses. Je vais rentrer un peu plus dans les détails un peu plus tard. Là, je vous ai montré ce que fait la fonction de retour et pourquoi, comment j'y pense. Mais je ne vous ai pas encore dit ce qu'était la fonction de retour. Donc, la fonction de retour, c'est ça. La fonction de retour, c'est une fonction qui, à toute action, va associer les conséquences de l'action. Okay. Donc, par exemple, si on pense au poker, au lieu de se dire quelles sont les stratégies des différentes personnes, qu'est-ce que les autres joueurs font, on va se dire, ok, si je relance maintenant, quelle est la probabilité que tout le monde se couche? Quelle est la probabilité que quelqu'un va suivre et en fait me battre avec un meilleur jeu que le mien? Et ce sont les questions qu'on va se poser. Et ce sont selon ces questions que j'argue que les individus prennent leurs décisions. En tout cas, cette information suffit à ce qu'ils prennent leurs décisions. Bon, je reviens à la propriété fondamentale, parce qu'on peut aller un peu plus loin en fait. Je reviens à la propriété fondamentale de la fonction de retour, des fonctions de retour.
qui est le fait, bon, classiquement, on étudie les interactions entre les stratégies. C'est double flèche, pour ceux qui connaissent, c'est la double flèche de correspondance de meilleurs retours des meilleures réponses. Et donc d'habitude, on étudie par exemple, l'équipe de Nash a un point fixe de cette correspondance. Donc ça, c'est ce qui est fait classiquement, mais ce qu'on peut faire avec les fonctions de retour, c'est traduire tout ce procédé. Donc ça, c'est les deux flèches noires qui vont faire la traduction, et traduire tout ça en fonction de retour. Et la propriété fondamentale, c'est que toutes les interactions des stratégies, elles sont aussi traduites en interactions de fonctions de retour. On peut reformuler toute la théorie des jeux en termes d'interaction de fonctions de retour. Et en plus de ça, on a les deux flèches là qui remontent, qui disent que si on comprend les fonctions de retour, eh ben, on peut récupérer toute l'information sur les stratégies. En particulier, une des conséquences de ce diagramme, qui en termes techniques est commutatif, une des conséquences de ce diagramme, c'est le fait qu'une équipe de Nash des stratégies est traduite à travers une flèche noire par un équilibre de Nash, point fixe, des interactions de fonctions de retour. Okay. Et donc ça, ce diagramme, ça nous a permis dans la thèse, notamment de faire des calculs d'équipe de Nash qui auraient été très difficiles à faire si on étudiait juste les stratégies, enfin qui auraient été impossibles à faire si on étudiait juste les stratégies. Et ça a aussi des conséquences plus conceptuelles. Donc Nash avait défini son équipe de Nash dans un cadre d'information complète, et en fait ça c'est tout à fait un sens dans ce cadre-là, mais dans un cadre d'information incomplète où les gens ne répondent pas aux stratégies des autres parce qu'ils ne les connaissent pas, on peut se demander si l'équipe de Nash a encore un sens. Est-ce qu'il va être encore joué par les joueurs? Et donc ce que montre ce diagramme, c'est qu'en fait, une fois qu'on a traduit tout en fonction de retour, et les fonctions de retour, elles, sont observables, et ben, ce concept de point fixe dans les fonctions de retour, lui, il a un sens. Et donc ça a des conséquences sur la pertinence de l'équipe de Nash. Il y a quelques conditions que j'ai mis en petit caractère, mais sous ces petites conditions, l'équipe de Nash, en fait, va être pertinent. Il va être joué par des agents rationnels et curieux, donc je vous passe le détail de ce que j'entends par curieux. Et ce, même si beaucoup d'informations restent secrètes, ça c'est le cas au poker. On ne connaît pas les cartes des gens à la fin d'une main. Même si les croyances sont erronées. Donc quand je parle de croyances ici, en fait, je réfère à la théorie des jeux bayésienne, où on va compléter l'information qu'on ne connaît pas par une croyance sur ce que les autres veulent. Typiquement au poker, quelles sont les cartes des autres. Okay, donc on ne sait pas a priori quelle va être la carte de l'autre joueur. Mais bon, on se dit il y a peut-être une chance sur 13 qu'une des deux cartes, si on prend une des cartes de l'autre, une chance sur 13 que ça soit un as. Mais en fait, quand on fait ça, on n'a peut-être pas pris en compte le fait que dans notre jeu, il y a déjà un as, du coup, en fait, la probabilité est beaucoup plus faible, et que on n'a pas pris en compte certaines informations. Donc on a fait des erreurs dans notre estimation de cette probabilité. Et donc si on prend en théorie des jeux bayésiennes, on suppose toujours que les croyances sont connues de tous, et en fait, en pratique, c'est pas vrai. Pour des raisons algorithmiques, c'est trop dur de calculer les probabilités de façon exacte. Et ce que disent les fonctions de retour, c'est que c'est pas grave, même si les gens ont des mauvaises croyances, tant qu'ils se focalisent sur les fonctions de retour, ils vont jouer en équipe de Nash. Et enfin, le troisième point, c'est que l'équipe de Nash a encore un sens, même si le mécanisme est obscur, parce que les fonctions de retour, d'une certaine manière, incluent tous les effets du mécanisme. Or, cette dernière hypothèse, le mécanisme obscur, ça, c'est les vrais jeux. Beaucoup de vrais jeux, les gens ne savent pas, même si on avait toute l'information de tout ce que les gens font, ça reste très dur de prédire ce que chacun va avoir. Donc, par exemple, dans un mécanisme de construction d'horaire, j'ai beau savoir quelles sont les préférences que tout le monde a révélées, et j'ai beau avoir conçu l'algorithme, je suis incapable de prédire quel est l'horaire que chacun va avoir. Et en théorie des jeux classiques, on suppose qu'on sait tout. Et là, ce que les fonctions de retour disent, c'est que même dans ce cas où même moi je suis incapable de prédire alors que j'ai conçu l'algorithme, les gens vont quand même
finir par jouer en équipe de match. Okay. Donc ça m'amène à la conclusion. Donc en conclusion, je vais juste récapituler tout ce qu'on a vu. Donc, grâce à la modélisation du contexte, en comprenant bien, en modélisant bien mathématiquement les contextes, il en découle assez naturellement qu'on a réussi à optimiser le partage du gâteau, définir formellement l'équité, en tout cas la normalisation des fonctions d'utilité. On a décrit les spécificités dans le cadre multi-attribut, et on a donné une formulation équivalente des jeux, non plus en termes de stratégie, mais en termes de fonction de retour. Et puis je vais m'aventurer pour finir à essayer de voir jusqu'où la modélisation des contextes pourrait nous mener. Je vais parler de deux choses. La première chose, c'est que il me semble qu'il est important de comprendre le contexte dans beaucoup de problèmes de la vie réelle. Je prends par exemple l'exemple du problème du pourboire. Pourquoi est-ce que les gens laissent des pourboires? Il semble que ça dépend pas du contexte, notamment quand on voit qu'un touriste français qui vient d'arriver a du mal à laisser un pourboire. C'est difficile d'expliquer ça sans comprendre quel est le contexte, quelle est la culture du touriste français. Et une deuxième chose qui est peut-être plus osée, ça part de la remarque selon laquelle la théorie des jeux aujourd'hui en fait est divisée en deux. Elle a toujours été divisée en deux depuis Nash. D'un côté, on a la théorie des jeux non coopératifs, c'est celle dont je vous ai parlé, celle par Nash. Et de l'autre côté, on a la théorie des jeux coopératifs, Kahneman, Shapley. Et ce qui est troublant, c'est que ces deux théories des jeux, elles sont en fait contradictoires. Elles font des prédictions qui sont opposées. Par exemple, si on prend le dilemme du prisonnier, je ne passe pas dans les détails, mais en gros, les deux prédictions sont exactement l'opposé l'une de l'autre. Et ça, c'est un peu troublant. C'est un peu dérangeant, c'est un peu gênant. Et l'intuition que j'ai, c'est que en réalité, les jeux, ils sont à la fois coopératifs et non coopératifs. Ça dépend du contexte. Ce que j'ai envie de dire intuitivement, c'est que en fait, les jeux, en réalité, ils sont de certaine manière localement coopératifs. On va coopérer avec les gens qui sont autour de nous, mais globalement non coopératifs. Et peut-être que pour modéliser cela, pour mieux comprendre, pour unifier au final la théorie des jeux, il faut une bonne modélisation au préalable du contexte, d'un contexte supplémentaire. Et je vais terminer la présentation sur cette remarque. Merci.